Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sean Haney de Real Agriculture et Real Ag Radio sur Sirius XM. Je suis heureux d'être l'un des deux modérateurs du débat des chefs de 2021 de la Fédération canadienne de l'agriculture. L'événement de ce soir est entièrement bilingue et je suis accompagné de Martin Ménard, un journaliste de la terre de chez nous. Martin animera une série de questions en français après notre première pause, alors nous l'entendrons sous peu. Un grand merci ce soir à Produits alimentaires et de consommation du Canada, le commanditaire exclusif du débat de ce soir. Et bien sûr, je remercie tout particulièrement les participants au débat de ce soir qui ont pris le temps de se consacrer à cet événement pendant la course. Nous apprécions le temps que vous accordez à cette grande industrie de l'agriculture. Avant la pandémie, l'agroalimentaire était le deuxième plus gros employeur en importance au Canada. Il représentait un emploi sur 8 et contribuait 140 milliards de dollars par année au PIB du Canada. Au cours de la pandémie, la production alimentaire, à juste titre, a été considérée comme un service essentiel et a fait preuve d'une résilience extraordinaire en face d'une des plus grandes perturbations de l'histoire du Canada. Les agriculteurs ont eu à relever divers défis, que ce soit la COVID-19, le changement climatique, les perturbations du commerce depuis quelques années. Mais malgré tout cela, l'agriculture est un chef de file en matière de durabilité de l'environnement et peut être à l'avant-plan de l'économie canadienne après la pandémie. Aujourd'hui, nous espérons que nos candidats pourront nous montrer comment ils pourront activer l'énorme potentiel de l'agriculture canadienne et comment ils pourront surmonter les obstacles qui l'empêchent de réaliser ce plein potentiel. Voici les règles du débat. Les participants ont tiré au sort l'ordre des interventions, tant pour les remarques liminaires qu'au début qu'à la fin, et l'ordre dans lequel ils répondront aux questions du débat de ce soir. Chaque intervenant dispose d'une minute pour sa déclaration préliminaire et son mot de la fin. Il y aura 8 questions de base et un ensemble de questions à rafale, avec des réponses oui ou non. Pour chaque question, chaque participant dispose d'une minute pour répondre, suivi de 2 minutes de débat ouvert. L'ordre dans lequel les candidats répondent en premier sera divisé également. Pour la ronde de questions à rafale, chaque participant donne une réponse oui ou non, suivie de 30 secondes pour chacun pour développer sa réponse ou pour répondre à un autre participant. Il y aura 2 courtes pauses avec un message de nos commanditaires et un message de Real Agriculture. Joignez-vous à la conversation en ligne en utilisant le mot-clé Ag Debate 2021. J'ai maintenant le plaisir de présenter nos orateurs ce soir dans l'ordre d'intervention pour leur allocution d'ouverture. Tout d'abord, nous avons M. Yves Perron du Bloc québécois, Mme Marie-Claude Bibeau du Parti libéral du Canada, M. Dave Epp du Parti conservateur du Canada et enfin Alistair McGregor du Nouveau Parti démocratique du Canada. Et maintenant, commençons le débat. Nous allons passer aux propos d'ouverture tout d'abord. Alors, nous allons commencer par M. Perron. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous pour suivre cette discussion qui risque d'être fort enrichissante. Je remercie chaleureusement les organisateurs de cet événement pour me donner la chance de s'exprimer. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous au nom du Bloc québécois. Au cours des 20 derniers mois, je pense que notre formation politique a démontré par son sérieux et par ses propositions concrètes et sa collaboration qu'on est une formation politique pertinente et avec les contacts réels et concrets qu'on a avec toutes les organisations agricoles, bien sûr, majoritairement au Québec, mais aussi les organisations agricoles pan-canadiennes, on a su démontrer notre pertinence et vous démontrer que nous portons véritablement la voix du monde agricole et agroalimentaire pour en défendre les intérêts. J'ai une vision du monde agricole que je voudrais insuffler, qui passe par une souveraineté alimentaire, un partenariat environnemental et une réciprocité des normes. C'est les 3 grandes lignes. On aura l'occasion d'en discuter dans les prochaines minutes. Merci. Merci, M. Perron. Nous allons maintenant passer aux propos d'ouverture de Mme Bibeau.
Merci. Bonjour à tous. Since being named the first woman Depuis que j'ai minister été of nommée comme Agriculture and première Agri-Food femme in ministre de l'Agriculture et de Canada, l'Agroalimentaire au Canada, j'ai travaillé avec acharnement avec les producteurs et les transformateurs de partout au pays. Vous savez que je dis les choses comme elles sont et que notre gouvernement libéral a livré des résultats concrets. Nous avons ouvert de nouveaux marchés pour nos produits canadiens. Nous avons investi dans la science et l'innovation. Nous avons amélioré les programmes de gestion du risque d'entreprise et nous avons mis en œuvre de nouveaux programmes à la ferme pour devenir plus résilients au changement climatique. Ces mesures ont aidé le secteur à atteindre le plus haut niveau d'exportation atteint. Mais nous savons qu'il y a des défis et vous pouvez compter sur un gouvernement libéral pour vous appuyer, y compris tout au long de la pandémie et pendant les sécheresses et les feux de forêt. Ensemble, nous allons ressortir plus forts, nous allons assurer la croissance du secteur et nous allons poursuivre la lutte contre le changement climatique. Merci. Merci, Madame Bibeau. Maintenant, les propos d'ouverture de Monsieur Epp. Merci, Sean, et bonsoir à tous. Les conservateurs du Canada comprennent que l'agriculture canadienne ne porte pas uniquement que sur les agriculteurs. Le chemin de la ferme à la fourchette inclut les chaînes d'approvisionnement vers nos agriculteurs et vers les débouchés à l'extérieur du pays, y compris les chaînes d'approvisionnement, la transformation, la mise en marché, la vente au détail. Et il s'agit d'abord et avant tout de notre réputation. Toutes ces relations au sein de la chaîne de valeur existent dans différents marchés. Les conservateurs comprennent les marchés, la compétition, comprennent que les marchés ne fonctionnent que quand il y a un équilibre de pouvoir entre les participants du marché. Les conservateurs comprennent que l'industrie de l'agriculture a un impact sur l'environnement et est impactée par l'environnement. L'agriculture est l'opportunité de jouer un rôle de chef de file dans la relance économique du Canada et dans la sécurité alimentaire. Mais il nous faut un gouvernement qui comprenne l'agriculture. Et ce gouvernement-là, c'est un gouvernement conservateur. Merci. Merci, Monsieur Epp. Et c'est maintenant les propos d'ouverture de Monsieur McGregor. Bonsoir à tous. Vous savez, un producteur local de ma circonscription m'a dit que l'agriculture s'est faite soit par les courageux ou par les fous. Je pense que beaucoup d'entre vous comprenez bien ces propos étant donné les défis que nous avons à relever en tant que pays dans le monde de l'agriculture au 21e siècle. Les agriculteurs savent qu'un environnement sain est essentiel et quand il s'agit de réussir en agriculture. Mais le fait est que nous pouvons relever ces incroyables défis du 21e siècle parce que nos agriculteurs sont déjà à mettre en pratique de nombreuses innovations. Ils profitent des avantages techniques que nous avons. Il leur faut un véritable partenaire à Ottawa, un partenaire qui écoutera leurs besoins, qui réagira à leurs désirs au niveau des politiques. Depuis 3 ans et demi, j'ai été fière d'être le porte-parole en agriculture du NPD. J'ai très hâte à la discussion de ce soir où je pourrai partager mes idées sur l'environnement, l'économie et l'infrastructure. Merci. Merci, Monsieur McGregor. Et maintenant, commençons. Nous en sommes à la première question et il s'agit du prochain cadre stratégique en agriculture. Les agriculteurs canadiens savent que l'innovation est essentielle à la croissance économique et à l'amélioration des pratiques environnementales. L'innovation exige de l'argent à une époque où les agriculteurs doivent faire face à des coûts croissants en raison des changements climatiques et de la taxe sur le carbone. Le financement du cadre stratégique stagne depuis près de 20 ans et ne suit même pas le rythme de l'inflation. Incroyable. Avec le prochain cadre stratégique pour l'agriculture à l'horizon, comment votre parti pourra-t-il s'assurer que les agriculteurs aient les ressources nécessaires pour stimuler l'innovation et la rentabilité? Nous allons commencer par M. Perron. Oui, merci beaucoup. Écoutez, moi, je crois qu'il faut évidemment, oui, revoir l'ensemble des programmes de gestion des risques de l'entreprise, améliorer l'administratif, la paperasserie, éviter que ça prenne 1 an avant que les entreprises qui ont subi des pertes reçoivent les sommes et évidemment aussi hausser le support au monde agricole. Il n'est pas normal que dans un monde où on demande à nos producteurs de compétitionner à l'échelle internationale, l'agriculture canadienne soit soutenue de façon 2 fois moins importante au Canada par rapport aux États-Unis, toute proportion gardée. Ça, c'est une chose. Il y a un autre aspect aussi que je pense qu'il faut apporter dans la nouvelle négociation du cadre stratégique, c'est d'inverser le processus, d'arriver à soutenir le rôle des producteurs en amont.
le rôle de protecteur de l'environnement, le rôle d'occupation du territoire dynamique. Donc, inverser, c'est-à-dire apporter un soutien en amont, ne pas attendre que les agriculteurs aient des pertes, mais plutôt les soutenir directement pour leur permettre d'avoir plus d'autonomie financière et de faire leurs propres choix. Thank you, Mr. Perron. Merci, Monsieur Perron. Madame Bibeau. Thank you. Merci. Well, I've been working Bien, je travaille avec mes collègues au palier provincial depuis 2 ans et demi, avec des rencontres pratiquement toutes les semaines pendant la COVID pour s'assurer que nous travaillons en collaboration pour améliorer les programmes, pour s'assurer que nous avons les meilleurs programmes possibles pour nos agriculteurs. Et nous avons réussi à dégager un consensus ensemble pour augmenter la grille stabilité de 95 millions de dollars par année déjà en éliminant la limite de la marge de référence qui était pas une mince affaire parce que c'était la cause d'un long processus et c'était injuste pour différents secteurs et je suis très fière que nous ayons déjà pu réaliser cela. Nous avons aussi une autre proposition d'augmenter les taux de compensation de 70 à 80 %. Nous attendons que les gouvernements conservateurs provinciaux se joignent à nous pour que ça se fasse. Mais je suis convaincue que nous allons travailler avec nos collègues provinciaux pour améliorer les programmes de gestion des risques d'entreprise et aussi pour introduire la notion du risque climatique parce que le monde change plus rapidement que nous aurions pu l'imaginer. C'est important de s'assurer que nos programmes de GRE répondent à cette nouvelle réalité. Merci. Monsieur Epps, c'est à vous. Merci, Sean. Quand je parle à nos agriculteurs, quand je parle à l'industrie qu'ils desservent et qui les sert, ce que je vois, c'est qu'ils connaissent bien cette attitude où Ottawa s'imagine toujours savoir comment faire les choses. Qu'ils ne voient pas, c'est un véritable partenariat. Et c'est l'attitude qu'apportera un gouvernement conservateur. Comme je l'ai mentionné, nous devons réexaminer nos programmes GRE, nous devons réexaminer notre cadre réglementaire. Pas nous en défaire, ça, on connaît ça, mais il faut être beaucoup plus efficace, pas seulement en agriculture, mais dans d'autres parties de notre économie. Le fait est que nous avons des innovateurs géniaux ici, mais leur innovation sont commercialisées ailleurs. En tant que comité de l'agriculture, nous venons de terminer notre étude sur la transformation de l'agriculture. Il y a beaucoup trop de nos produits qui sont exportés quand ce sont des produits bruts. On a besoin de beaucoup plus de collaboration entre les différentes provinces et entre l'industrie pour pouvoir plus transformer ici chez nous. C'est ce que feraient les conservateurs. Et enfin, pour la question 1, M. McGregor. Merci. Je pense que le prochain cadre pour l'agriculture doit être bâti autour de ce thème de la résilience. Il s'agit d'un élément qui a été souvent soulevé en comité. J'ai posé la question à beaucoup de producteurs. Depuis 18 mois, nous avons constaté les fissures du système. Et je suis bien d'accord, nous ne voulons pas de cette approche où Ottawa s'imagine toujours savoir mieux, mais nous voulons que le fédéral fasse preuve de leadership dans bien des domaines. Nous savons qu'au prochain siècle, le changement climatique sera un facteur d'importance. Beaucoup d'agriculteurs, d'ailleurs, nous disent déjà qu'ils sont sur la première ligne de la lutte au changement climatique. Le prochain cadre pour l'agriculture en discussion avec les provinces devra mettre l'accent sur la façon dont nous gérons le risque du changement climatique, ce que cela va signifier pour nos producteurs, comment bâtir la résilience dans la transformation locale pour que les collectivités aient accès à des aliments locaux. Tous ces thèmes sont des thèmes qu'il nous faut relever par rapport à la résilience. Merci, M. McGregor. Maintenant que nous avons entendu chacun des candidats au sujet de la première question, le moment est venu de tenir ce débat à bâton rompu. Je m'en remets aux candidats pour une interaction par rapport à ce sujet. Bien, Monsieur Epp, je serais curieuse de savoir combien vous allez investir pour l'amélioration de la GRE, parce que la dernière fois que les conservateurs y étaient pour négocier, vous avez coupé des centaines de millions de dollars dans ces programmes. Alors, comment est-ce que les agriculteurs peuvent croire que vous y serez pour améliorer ces programmes, alors que nous, les libéraux, nous avons déjà amélioré de 95 millions de dollars et nous allons encore améliorer les choses? Madame Bibeau, le programme d'agri-relance, la sécheresse que nous affrontons en ce moment dans l'Ouest, la réponse vient des provinces. Le gouvernement fédéral n'a pas
fournir leurs 60% jusqu'à des heures avant de déclencher cette élection non nécessaire. Quand vous négociez avec les provinces, à la dernière heure, vous avez préparé une proposition sans donner de préavis à nos ministres de l'Agriculture ou alors aux fonctionnaires pour faire l'évaluation. Ce n'est pas de la collaboration, ce n'est pas du partenariat. Nous collaborons, j'ai une bonne collaboration avec mes homologues, nous y étions et vous savez quoi? Nous avons mis 400 millions de plus sur la table pour l'agri-relance. Alors, nous faisons des choses comme il se doit et nous le faisons en collaboration. Après que les provinces aient mis leur part, oui, nous sommes là. Mme Bibeau a raison de mentionner qu'il y a eu des coupures importantes des conservateurs en 2013. Et effectivement, je pense qu'il faut s'en souvenir. On est encore en train d'essayer de rattraper ça. Mme Bibeau, moi, la question, c'est sur le programme Agri-Stabilité. On sait qu'actuellement, là, c'est pas l'ensemble des provinces qui acceptent le changement. Pour augmenter le seuil, là, bon, la demande du milieu, c'était 85 %. Vous avez proposé 80 et même ça, c'est difficilement passable dans les provinces. Est-ce que vous avez l'intention d'aller de l'avant avec la proposition de l'UPA, de pouvoir aller de l'avant avec les provinces qui veulent y aller? Que les provinces qui ne veulent pas y aller puissent s'en retirer, d'avoir une espèce de deuxième volet d'agri-stabilité qui ne pénaliserait pas certaines régions du Canada parce que d'autres ne veulent pas s'engager dans le programme. Oui, M. Perron, je comprends très bien votre demande parce qu'on a effectivement proposé d'augmenter le taux de compensation de 70 à 80 % et les règles des programmes de gestion de risque, parce que ce sont des programmes qui sont financés à 60 % par le fédéral, 40 % par les provinces. Pour aller de l'avant, il faut avoir au moins 2/3 d'adhésion de la part de nos collègues. Et en ce moment, ce sont les gouvernements conservateurs des prairies qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et il y a un enjeu de commerce international. Pour le gouvernement fédéral, on doit avoir des programmes qui s'appliquent à tout le Canada. Je suis bien au fait de ça, Okay, Mme Bibeau. we're going to have to jump to the next question, everybody. I'm sorry to Je suis interject. désolée d'interjecter. Ça va être super amusant, je le vois d'ici. Très bonne discussion. Alors, passons à la deuxième question. Et il s'agit, et ça a déjà été mentionné, de la sécheresse et des situations de catastrophe. La sécheresse de cette année est un excellent exemple des phénomènes météorologiques extrêmes auxquels sont confrontés les agriculteurs en dépit de l'appui des gouvernements de tout le Canada. De nombreux producteurs ont eu du mal à soutenir à concurrence des marchés des États-Unis et il y a énormément de stress et des décisions difficiles pour les agriculteurs canadiens. Croyez-vous que le cadre d'intervention du Canada en cas de catastrophe agricole devrait être modifié pour aider les agriculteurs à surmonter les phénomènes météorologiques extrêmes? Et si oui, quels seraient les changements? Nous allons commencer par Mme Bibeau. Merci. Nous avons déjà parlé de programmes de GRE et je pense que ces programmes peuvent être améliorés et tenir compte des risques climatiques. C'est justement la conversation qui a déjà débuté avec mes homologues provinciaux et avec l'industrie, bien sûr. Mais de plus, nous devons être proactifs. Nous devons soutenir nos agriculteurs pour qu'ils soient plus résilients à cette nouvelle réalité. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place un programme de 200 millions de dollars pour donner aux agriculteurs des incitatifs pour adopter de meilleures pratiques de gestion comme le pâturage, la gestion des récoltes, la meilleure gestion des nutriments. Et nous allons tripler les investissements dans les programmes de technologie propre parce que c'était très populaire il y a quelques mois. Nous allons donc tripler l'investissement pour atteindre presque un demi-milliard de dollars pour aider les agriculteurs à se permettre de l'équipement plus efficace sur le plan énergétique, par exemple, pour sécher les grains, pour chauffer la ferme ou pour l'agriculture de précision, par exemple. Et nous avons d'autres programmes à l'esprit pour offrir des incitatifs. D'accord? Merci. Monsieur Epp, à vous. Oui, merci. Le réexamen des programmes GRA a été promis par ce gouvernement et ça n'est toujours pas fait. Alors, ce que nous avons en place en ce moment, c'est Agri-Relance. Les provinces ont fait leur part, oui. Le gouvernement fédéral a fourni un petit montant d'argent, mais ça n'était pas du tout à la hauteur du désastre qu'affrontent nos collègues de l'Ouest. C'était grâce au leadership des provinces qu'enfin on a obtenu des fonds à la dernière heure de la part du fédéral. Et maintenant, il y a du bétail, des troupeaux qui sont éparpillés. Qu'en est-il du report de la taxe sur le bétail? Il y a aussi les foins qui attendent l'aide du fédéral pour les transports pour être acheminés là où on en a besoin. Où est le leadership du gouvernement fédéral? Merci, Monsieur Epp. Monsieur McGregor.
Oui, absolument. Il faudra plus d'aide, non seulement par rapport à ce qu'il s'est passé cette année, mais dans les années à venir. C'est important de comprendre que ce sera dorénavant la tendance et nous allons voir de plus en plus de ces événements météorologiques extrêmes. Alors, si on ne modifie pas les politiques pour confronter les changements climatiques, nos agriculteurs continueront à subir ces impacts. Et nous devons nous poser la question en tant que pays, combien de deniers publics est-ce que nous sommes prêts à dépenser pour atténuer les impacts du changement climatique avant de comprendre que les bons investissements, les investissements futés sont à faire maintenant. Et la chose à faire, c'est d'aider les agriculteurs en leur donnant ce soutien pour mieux gérer la gestion des sols. Nous savons que des sols plus sains peuvent mieux subir les sécheresses et les inondations. C'est la raison pour laquelle j'étais fière d'avoir un projet de loi de députés pour une stratégie nationale de conservation. Il va falloir énormément de différentes mesures, mais il faut absolument agir parce que ce problème ne va que s'empirer. D'accord, merci beaucoup. Et Monsieur Perron. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, moi, je pense qu'il faut avoir une réaction rapide. Et je crois que les 4 personnes qui sont présentes dans le débat vont être d'accord avec ça, que l'aide financière en cas de catastrophe, on parle de cas de catastrophe ici, bien sûr, mais ça peut aussi être transposé dans les cas de conflits diplomatiques qui atteignent directement certaines productions. Il faut que l'aide soit directe et rapide. Donc, création d'un fonds d'urgence qui pourrait servir à ça. Ça, je pense que c'est quelque chose de pertinent. Au-delà de ça, je vous ai parlé tantôt d'un partenariat environnemental. Bien sûr, tous les producteurs agricoles, toutes les productrices agricoles veulent protéger l'environnement et c'est eux qui ont le premier intérêt à le faire parce qu'ils ont les 2 pieds dans la terre. Par contre, les choix collectifs doivent être assumés collectivement. On ne peut pas leur donner tout le poids des changements de pratiques. Quand on arrête de cultiver, par exemple, une bande riveraine, cette bande riveraine-là, elle vaut quelque chose. Parce qu'avant, elle donnait des récoltes, mais maintenant, elle n'en donne plus. Bon, tout le monde gagne à ce qu'on la protège, protéger les cours d'eau, mais ça, il faut que ça revienne aussi. Donc, un support en amont pour les pratiques vertes, très important. Merci beaucoup. Nous avons entendu tous les candidats et maintenant, il est temps d'avoir un débat à bâton rompu. Vous avez 2 minutes. Alors, je pense que tout le monde parle en même temps. C'est l'opportunité pour nos agriculteurs de vraiment se pencher sur les plans en matière de changement climatique des partis. Il faut que ce soit sérieux pour qu'on puisse commencer à réduire le montant de carbone dans l'atmosphère. Et plutôt que de réagir à ce problème, je pense qu'une politique futée serait d'être proactif, de commencer à examiner les stratégies qui vont réduire nos émissions, mais aussi il nous faut encourager les agriculteurs à jouer un rôle crucial pour lutter contre le changement climatique en faisant la séquestration de carbone. Je sais que beaucoup d'agriculteurs le font déjà. J'aimerais que Ottawa fasse preuve de leadership pour aider à encourager plus de ces pratiques-là. Je suis tout à fait d'accord. Comme on l'a entendu, des hauts fonctionnaires en agriculture, quand ils ont témoigné, l'agriculture de façon générale au Canada depuis 2008 a augmenté sa production, mais les gaz à effet de serre sont des émissions qui n'ont pas augmenté. Alors ça, c'est différent de l'ensemble du Canada ou d'autres secteurs. Nos agriculteurs font preuve d'innovation. Nos agriculteurs réagissent sans des impôts qui les servent uniquement à les punir. Je suis d'accord que ça n'est pas assez, qu'il nous faut continuer. La plateforme conservatrice inclut 3 milliards de dollars pour améliorer le soutien et améliorer les incitatifs tant pour l'agriculture que pour la foresterie. Mais l'agriculture joue déjà le rôle de chef de file sans l'aide du gouvernement. Maintenant, nous pouvons leur donner un coup de pouce en partenariat. Oui, je suis d'accord que nos agriculteurs gèrent bien leurs terres et depuis des années, ils font de leur mieux pour protéger leurs terres, pour protéger notre environnement. C'est la ressource la plus précieuse que nous avons et qu'ils ont. Et il leur faut du soutien, il nous faut en faire plus et il nous faut agir plus rapidement. C'est la raison pour laquelle nous proposons toutes ces mesures. Et M. McGregor, comme vous avez dit, vous savez, c'est important de travailler, de songer à l'avenir. Bien, nous investissons dans la recherche et l'innovation aussi. Parce que vous savez, quand les conservateurs sont venus, ils ont coupé les centres de recherche, l'innovation, l'investissement. Et ensuite, ça a été un fossé qu'il nous a fallu remplir de nouveau. Nous avons investi dans la recherche environnementale. D'accord. Nous allons passer maintenant à la question 3.
Nous devons poursuivre, pardon. Alors, la prochaine question traite de valeur ajoutée en agriculture et en transformation. Les fabricants de produits alimentaires et les agriculteurs canadiens travaillent ensemble pour transformer les cultures et les produits agricoles en produits finis qui remplissent nos épiceries. La pandémie de COVID-19 a révélé que la sécurité alimentaire du Canada dépend de chaînes d'approvisionnement et agroalimentaires fiables et de la production alimentaire intérieure. Selon vous, quelle est la plus grande menace à la résilience et à la croissance du secteur de la production alimentaire du Canada? Que feriez-vous pour relever ces défis? Et pour cette question, maintenant, nous allons commencer par M. Epp. Merci, Sean. Une des menaces, la plus importante des menaces, bon, il y en a différentes des menaces, la main-d'œuvre, absolument, tant à la ferme que dans les épiceries d'ailleurs. On a beaucoup de difficultés à attirer suffisamment de main-d'œuvre pour couper la viande. Ça fait partie de notre plateforme que nous allons aborder cela. Simplement, les relations au sein de la chaîne de valeur, particulièrement entre la vente au détail et la transformation, les conservateurs font pression sur ce gouvernement pour introduire un code de conduite chez les détaillants par rapport à certains des abus dans ce secteur. Alors, encore une fois, il s'agit d'apporter plus de stabilité, prévisibilité dans ces relations et il s'agira d'une façon de rassurer les investisseurs qui investiront au Canada quand il s'agit de surtransformation ou de fabrication alimentaire. Maintenant, M. McGregor. Merci. J'encouragerai tous ceux qui ne l'ont déjà fait à se pencher sur le rapport du comité permanent sur l'agriculture et l'agroalimentaire parce que notre rapport sur la capacité de transformation au Canada était très exhaustif et montrait bien le partenariat entre tous les partis. Nous avons le sentiment que ce rapport reflète très bien la réalité sur le terrain. La COVID-19 a bel et bien exposé des failles dans nos chaînes d'approvisionnement. Alors, si on revient à ce thème de la résilience, je pense qu'une des grandes menaces, particulièrement quand il s'agit de la transformation de viande, dans bien des cas, nous avons mis tous nos œufs dans le même panier. Alors, quand, à l'avenir, si ces installations de transformation sont menacées ou doivent fermer, soudainement, beaucoup de nos producteurs primaires se trouvent mal pris avec tous ces arrérages. Donc, la façon de confronter cette menace, c'est de s'assurer que la capacité de transformation est élargie, diversifiée, pour que les collectivités locales aient accès à ces installations à valeur ajoutée et puissent retirer plus par rapport aux produits qu'ils font. Monsieur Perron. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, là, je pense que la main-d'œuvre a déjà été identifiée comme un risque important. Moi, je suis très heureux quand même du dénouement. Juste avant l'élection, on a réussi à faire augmenter, là, je lève mon chapeau pour ça, à 20% les travailleurs étrangers dans l'agroalimentaire. Je pense que c'était important. Il va falloir poser d'autres gestes importants pour la main-d'œuvre. Transformation régionale, ça a été apporté par mon collègue McGregor. C'est très pertinent, effectivement. Notre rapport est exhaustif là-dessus. Nous avons constaté aussi au comité permanent de l'agriculture agroalimentaire un sous-investissement chronique dans les industries de transformation alimentaire. Et ça, moi, ça m'inquiète à long terme parce que quand on est très longtemps sans investir dans une infrastructure, peut devenir à un moment donné un temps où c'est plus rentable de le fermer, d'en ouvrir un neuf. Et on ne voudrait pas que ce neuf-là soit ailleurs. Donc, je pense que ça prend un programme d'investissement massif de modernisation des installations, parce que dans une pénurie de main-d'œuvre, ce qu'il faut aller chercher aussi, c'est de la productivité. Comment produire plus avec moins de gens? Et ça, ben, c'est beaucoup par les technologies. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans ce dossier-là. Merci beaucoup. Nous allons conclure avec Mme Bibeau. Merci. Eh bien, les pénuries de main-d'œuvre sont un enjeu majeur en ce moment. C'est ce dont j'entends le plus parler sur le terrain et nous avons une stratégie complète pour confronter cela. Tout d'abord, par rapport aux travailleurs étrangers temporaires, nous sommes engagés à effectuer cette modernisation, cette réforme du programme des travailleurs étrangers temporaires. Et la première chose à faire est de reconnaître les partenaires, les employeurs qui ont établi qu'ils sont dignes de confiance. Et d'ailleurs, la plupart de nos agriculteurs sont de bons employeurs. Nous voulons que ce soit plus facile, plus prévisible pour chacun d'entre eux, afin qu'ils puissent embaucher ces travailleurs étrangers temporaires. Nous voulons réduire la paperasse. Nous voulons aussi augmenter la mobilité parce que ça, c'est un enjeu qui fait l'objet de demandes des deux parties, des employeurs et des travailleurs.
La transformation est un autre enjeu important. Et je suis d'accord avec vous, il nous faut renforcer nos chaînes d'approvisionnement régionales. Il nous faut appuyer l'innovation. D'accord, merci beaucoup. Nous avons entendu chacun des candidats. Maintenant, le débat à bâton rompu de 2 minutes. Je vous cède la parole. Ministre Bibeau, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les travailleurs étrangers temporaires, mais ce n'est pas ce que dit l'industrie. J'entends qu'en réalité, c'est très, très difficile d'obtenir les changements et l'attitude qu'ils affrontent. Ce n'est pas une amélioration du programme. Je suis désolée si j'ai raté un petit peu de votre intervention. Mon dentier a figé, mais il nous faut beaucoup plus de travailleurs qui rentrent au pays. Ce sont toujours les Canadiens d'abord. Le programme est créé pour cela, mais il nous faut attirer plus de travailleurs dans ce pays, tant dans le champ, dans la transformation. Et de ce que j'entends, c'est que ce gouvernement ne permet pas que ça se fasse, malgré les belles paroles. Monsieur Perron essaie d'intervenir. Oui, merci. J'aurais une question à poser à Mme Bibeau. Vous avez parlé d'améliorer le programme des travailleurs étrangers temporaires. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avancez. Moi, je vous rappellerai que l'été dernier, au Bloc, on n'attend pas d'être en élection pour faire des propositions, vous le savez. On vous a proposé une série de mesures, entre autres de demander d'études d'impact sur le marché du travail seulement une fois ou 5 ans, d'émettre des mandats de visa, des visas de 3 ans, renouvelables d'1 an à chaque année, et de permettre cette fameuse mobilité, entre autres. Ou encore, récemment, on vous a proposé de faire la biométrie à l'arrivée au Canada plutôt que dans le pays d'origine. Pourquoi ne pas avoir traité ces demandes-là tout de suite? Et est-ce que c'est des choses que vous envisagez rapidement? Absolument. On a fait de larges consultations au courant de la dernière année. On a d'ailleurs réussi à faire face à réussir à faire venir nos travailleurs étrangers temporaires, même en temps de pandémie, ce qui a été un défi particulier, mais on y est arrivé avec la collaboration de tous les partenaires. Et oui, notre engagement pour réformer les programmes de travailleurs étrangers inclut différentes mesures pour réduire la paperasse, comme vous le dites si bien, rendre ça plus prévisible à long terme, éviter à nos bons employeurs d'avoir à recommencer le processus d'année en entier. On veut mettre en place des programmes qui assurent la sécurité, la dignité des travailleurs, bien évidemment, mais aussi de simplifier la vie de nos bons employeurs. Est-ce qu'on a un échéancier, Mme Bibeau? Parce qu'on a proposé ça il y a 1 an déjà. Yeah, we've got a... Nous devons... Les 2 minutes sont déjà écoulées. 2 minutes, ça passe à toute vitesse. Hein? Alors, c'est difficile à croire qu'on a déjà terminé les 3 premières questions. Le moment est venu pour notre première courte pause avec un message de notre commanditaire exclusif, Produits alimentaires, santé et consommation du Canada. Bonjour, je suis Michael Graydon. Je suis le chef de la direction des produits alimentaires de santé et de consommation du Canada. Nous sommes honorés d'être les commanditaires exclusifs de ce débat des dirigeants en agriculture de la FCA. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier les porte-parole des différents partis pour leur réflexion au sujet des enjeux qu'affrontent les agriculteurs et les fabricants alimentaires au Canada. Pour ceux qui ne connaissent pas PASC, nous sommes les porte-parole des plus grands employeurs et manufacturiers du Canada. Nous représentons quelques 10 000 installations dans toutes les provinces. Nous fournissons des emplois bien rémunérés, nous renforçons les collectivités, nous ajoutons plus de 39,9 milliards de dollars à l'économie à chaque année. Les fabricants canadiens d'aliments, de produits de santé produisent les aliments que nous aimons tant, les produits naturels auxquels nous avons confiance pour soigner nos maux courants, les produits de papier qui nettoient les petits dégâts de la vie et plus encore. Les consommateurs font confiance aux marques des membres PASC depuis plus d'1 siècle. Les fabricants alimentaires canadiens transforment les richesses agricoles de notre pays pour en faire des produits finis à valeur ajoutée qui nourrissent les familles ici et partout au monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec les agriculteurs canadiens et nous sommes le plus grand employeur dans les collectivités rurales du Canada. Nous sommes un lien critique entre les collectivités urbaines et rurales. Tout au long de la pandémie, nos entreprises membres ont adopté toutes les mesures nécessaires pour fournir aux Canadiens des produits essentiels de tous les jours sur les tablettes des magasins. Nous savons que la sécurité alimentaire continue d'être une priorité pour de nombreux Canadiens et en ce moment, nous avons une occasion importante de travailler ensemble pour renforcer le secteur agroalimentaire afin de pouvoir améliorer la résilience et l'autonomie du Canada.
J'espère que tous les intervenants de l'industrie, les responsables politiques et le public trouveront du profit dans ce débat d'aujourd'hui. Il n'a jamais été plus important de discuter de la façon dont nous pouvons continuer à nourrir notre pays et le monde. Je remercie la FCA pour cette opportunité de commanditer le débat et je remercie tous les candidats pour votre participation. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Martin Ménard. Je suis journaliste à La Terre de chez nous. Je suis honoré d'être ici ce soir pour discuter des énormes possibilités et des défis du secteur agricole canadien. Alors, sans plus tarder, passons à notre 4e question qui vraiment concerne le code aux épiceries. Alors, le regroupement des chaînes d'épicerie a fait en sorte que 5 grandes entreprises contrôlent plus de 80 des ventes de produits d'épicerie au Canada. Ce système a entraîné de nouveaux frais et une augmentation des coûts pour les producteurs et les fabricants de produits alimentaires canadiens. Et cela a réduit leur capacité d'investir, de créer des emplois et d'innover. Alors, la question. Appuyez-vous l'adoption d'un code de conduite pour les épiceries prévu par la loi afin d'assurer l'équité de la relation entre les fournisseurs et les détaillants canadiens? Et sinon, que ferez-vous pour corriger cette situation? M. McGregor, à vous. Oui, en bref, oui, j'appuie absolument cela. C'est un enjeu qui a été remis de l'avant encore et encore de la part des grandes compagnies de transformation et de leurs représentants partout au Canada. C'est un thème dont on a entendu parler dans notre étude sur la transformation récemment. Et ce que les transformateurs me disent, c'est qu'il y a tellement de coûts cachés dans leurs contrats avec les grands détaillants. Parfois, ils ont à payer des frais s'ils n'offrent pas suffisamment de produits ou bien s'il y avait trop de produits, trop peu, il y avait des frais selon l'endroit où on va voir leurs produits sur les étalages et tout. Ça n'est pas toujours clair dans le contrat. Je pense que c'est dans l'intérêt des pratiques équitables en affaires que d'avoir des contrats ouverts et transparents, avoir un code de conduite pour les épiceries. Absolument, il nous faut faire cela pour égaliser les chances entre les détaillants et nos transformateurs. C'est extrêmement important pour le Canada. Merci à vous. Alors maintenant, M. Perron. Oui, merci, M. Ménard, pour cette question fort pertinente. Bien sûr, on est en faveur d'un code et c'est super important parce que, effectivement, comme vient de le mentionner mon collègue, M. McGregor, il y avait un déséquilibre important qui s'est créé entre les fournisseurs et les détaillants. Par contre, il faut être conscient qu'il y a un enjeu de juridiction dans ce dossier-là. Et là-dessus, je dois lever mon chapeau quand même à la gestion actuelle du dossier. Le ministre de l'Agriculture du Québec co-préside un comité avec Mme Bibeau, qui est ici présente. On va lui faire plaisir, on va le mentionner. Je pense que c'est la bonne voie. Et moi, ce qui m'inquiète, en fait, la question que je poserais, puis on va faire le débat tantôt, mais est-ce que les autres parties s'engagent à poursuivre ça? Parce que c'est important que ce soit développé par l'industrie pour qu'on puisse l'appliquer partout ensuite. S'il y a un code qui n'est pas appliqué partout, ça ne pourra pas fonctionner. Et il est très important de rétablir cet équilibre-là. Et peut-être aussi, ça sera une occasion de permettre aux produits locaux d'avoir accès aux épiceries locales. Parce qu'il y a un non-sens, là, quand on rentre dans une épicerie où il y a des producteurs qui sont à proximité et les produits ne sont pas là. Il faut aussi réagir à ce niveau-là. Merci. Merci à vous, M. Perron. Alors maintenant, Mme Bibeau, c'est à vous. Oui, bonjour. Alors, tout à fait d'accord avec M. Perron. Le code de conduite, c'est un élément important. On souhaite que nos producteurs et nos transformateurs aient un accès à des conditions raisonnables à nos épiciers, petits et grands. Donc, en collaboration avec la coprésidence du ministre de la Montagne au Québec, je suis ce dossier de très près. Et on a eu une belle collaboration jusqu'à maintenant de la part des différents groupes, que ce soit les producteurs, les transformateurs et aussi les détaillants, qui ont commencé à soumettre différentes propositions. Donc, il y a encore du travail à faire. On les accompagne de cette façon-là parce qu'on souhaite évidemment un code de conduite qui soit volontaire, qui va trouver l'adhésion du plus grand nombre à travers le pays. On souhaite que ça se réalise et c'est pour ça qu'on leur donne le soutien et qu'on assure le leadership pour que ça se fasse et qu'on en arrive
à une solution pour assurer un traitement équitable pour nos producteurs et nos transformateurs. Merci à vous. Alors maintenant, le dernier, non le moindre, M. Hipp. I apologize. My sound was out and I missed the question, but I think I've caught on to what it is now. So I'm going to agree with Mr. Perron. Pardon, je n'ai pas entendu la question, mon son avait coupé, mais je suis d'accord avec M. Perron. Ce code de conduite, il doit être pan-canadien. Et c'est extrêmement inefficace pour nos détaillants qui sont présents et nos transformateurs qui sont présents dans plusieurs provinces d'avoir à se plier à différents codes. Pour ce qui est de volontaires, il faut que ça ait du mordant. Il y a 2 pays dont on peut s'inspirer. Voyons leurs résultats. L'Australie et le Royaume-Uni. Le modèle du Royaume-Uni fonctionne bien mieux parce qu'il a du mordant. Et ce modèle donne de meilleurs comportements et permet de baisser les prix à la consommation parce que les coûts de faire affaire entre le détaillant et le transformateur étaient plus bas, ce qui signifie un plus faible coût. Mais il faut que ça ait du mordant. Il faut aussi qu'on se plie au code pour qu'il soit efficace. Voilà ce que j'entends de la part de l'industrie. Merci beaucoup. Alors maintenant, la 5e question de ce soir, elle porte sur le soutien dans le domaine environnemental. Alors, les producteurs continuent chaque année d'investir plus de temps et d'argent que jamais dans les activités d'atténuation des changements climatiques. Cependant, ces activités dépendent généralement des combustibles fossiles qui sont taxés plus lourdement chaque année, même lorsque les producteurs n'ont pas accès à des solutions de rechange viables. Si votre parti est élu, que ferait-il pour s'assurer que les contributions environnementales des producteurs canadiens sont reconnues et soutenues pour que ceux-ci demeurent concurrentiels? Et quelle forme prendrait ce soutien? Alors, commençons maintenant avec M. Perron. Oui, merci. Je vais prendre une petite 5 secondes de ma minute pour mentionner qu'il n'y a pas eu de débat sur le sujet précédent. Ça peut être intéressant de le faire s'il était prévu sur le code. Pour le soutien au niveau environnemental, écoutez, moi, j'ai mentionné tantôt le partenariat environnemental. Donc, d'inverser le fardeau et de soutenir en amont les producteurs pour le rôle qu'ils font. Ça, c'est important et ça, c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Au niveau de la norme, on parle de la réciprocité des normes ici. C'est fondamental et c'est super important qu'on mette les ressources nécessaires, que ce soit aux frontières ou aux points d'inspection, et qu'on écoute aussi les suggestions du milieu. Je pense entre autres au test d'ADN des gens, des producteurs de poulet, qui n'est pas encore en application et qui pourrait l'être, selon toute vraisemblance, qui est validé. Donc ça, je me demande pourquoi ce n'est pas déjà là. Et il faut absolument exiger la même chose des produits étrangers qui rentrent ici que de ceux qui produisent ici. Nos producteurs ne veulent pas moins de normes locales. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les produits de l'étranger respectent la même norme de qualité. Et ça, c'est fondamental. Et quand on voit des intentions d'augmentation, par exemple, comme l'augmentation de glyphosate au mois de juillet, c'est très inquiétant au niveau des produits d'importation. Donc, il faut demeurer très vigilant là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, Mme Bibeau. Merci. Alors, en termes de programmes environnementaux et de quelle façon est-ce qu'on peut aider, contribuer financièrement, aider nos producteurs pour qu'ils puissent adhérer plus rapidement à des mesures, à des bonnes pratiques qui vont permettre d'augmenter la séquestration du carbone, permettre de diminuer nos émissions. On est vraiment déjà très engagés et on va aller plus loin. Entre autres, je vous rappelle l'enveloppe de 200 millions de dollars qui consiste en des incitatifs directs pour encourager nos producteurs à adopter des bonnes pratiques comme les cultures de couverture, comme les pâturages en rotation, comme une meilleure gestion des fertilisants aussi. On va tripler le fonds sur les technologies propres parce que ce programme-là a été tellement populaire il y a quelques mois qu'on va le tripler pour arriver presque à 1,5 milliard de dollars pour aider les producteurs et les productrices à avoir accès à avoir les moyens de se payer ces équipements vers là, comme par exemple pour sécher leurs grains ou encore pour chauffer les poulaillers ou pour une agriculture de précision aussi. On va mettre en place un encan inversé, c'est-à-dire qu'on va payer les producteurs qui vont nous offrir le plus pour pouvoir protéger des prairies, des zones humides ou des boisés. D'accord, merci. Alors maintenant, M. Hipp. I think I'm next. I couldn't hear that in the lag. Correct? Je pense que c'est mon tour, je ne l'ai pas entendu. Alors prenons.
Prenons un peu de recul. Pour la technologie que nos agriculteurs ont adoptée, sans labour, aucune de ces réactions environnementales aux défis à relever n'ont été faites dans le contexte de l'augmentation de la taxe sur le carbone. Alors, on a planifié, et on peut en parler par ailleurs, mais on a imposé une taxe sur le carbone qui va être payée par les agriculteurs. L'industrie, pourtant, réagit bien mieux à des incitatifs qu'à des menaces. Et on l'a démontré encore et encore. Les émissions n'ont pas augmenté depuis 2008 alors que la production a augmenté. Nos agriculteurs vont continuer à être de bons intendants de notre environnement sans la menace. Nous avons aussi des incitatifs dans la plateforme conservatrice qui vont motiver encore d'autres innovations. Mais cette approche hiérarchique, ça ne fonctionne pas. Il nous faut plus de collaboration avec les groupes de l'industrie et des incitatifs. Merci à vous. Donc maintenant, M. McGregor. Merci. Je pense que c'est important, là où il n'y a pas de solution alternative, c'est important que les fermes se voient accorder des exemptions de la taxe sur le carbone. C'est pour ça que j'ai appuyé le projet de loi C-206 qui allait fournir cette exemption pour le séchage de grains. Nous avons entendu cela très clairement. Il n'y a pas de solution viable sur le plan commercial pour le séchage du grain en se servant de propane ou de gaz naturel. Cependant, il faut bien comprendre qu'il existe des opportunités pour effectuer une transition pour les agriculteurs. Si on cherche des mesures spécifiques, moi je cherche à trouver ces éléments là où les fermes ont en fait le potentiel d'être un des plus grands outils pour lutter contre le changement climatique. Il y a de belles opportunités à la ferme pour aider à développer les renouvelables. Tout cela peut servir avec toute cette toiture peut faire l'objet de toitures solaires. Nous pouvons aussi avoir les digesteurs pour les biogaz sur place. Et comme mon collègue conservateur l'a dit, il y a tout un potentiel de séquestration de carbone avec une bonne gestion des terres. Donc, l'Ottawa pourrait jouer son rôle pour promouvoir ces bonnes pratiques. Alors maintenant, nous sommes à la portion débat. Vous avez 2 minutes pour discuter entre vous de la question. J'aimerais savoir, M. Epp, vous parlez de la taxe carbone. M. McGregor vient de donner l'exemple dans la dernière législature. Je pense qu'on a été très raisonnable. On a voulu en fait donner parce que malheureusement l'élection a été déclenchée et on a perdu plein de projets de loi au feuilleton. Mais dans le cas de C-206 particulièrement, on a fait preuve d'écoute et on a donné l'exemption où le milieu en avait besoin. Mais ne croyez-vous pas qu'il doit y avoir quand même une portion où la pollution coûte quelque chose quand c'est raisonnable et bien fait et qu'il y a un deuxième volet qui va venir encourager? Vous ne pensez pas que la combinaison des deux va être plus efficace? Quand il y a des alternatives viables, les agriculteurs le feront d'eux-mêmes. Il n'y a pas de solution alternative viable. Et c'est la raison pour laquelle il faut accorder cette exemption. Nous allons nous pencher sur les mécanismes appropriés avec nos partenaires commerciaux, l'Union européenne et les États-Unis. Nous avons des échanges internationaux pour les grains. Ils sont nos compétiteurs. Quand eux vont de l'avant avec un prix sur le carbone, une taxe sur le carbone, on fera pareil. Et l'innovation, cette partie-là du budget, je suis bien d'accord avec cette partie-là. Quand l'innovation est encouragée, l'innovation permet d'en arriver à de nouvelles solutions commerciales viables. Et là, à ce moment-là, oui, je pense que les agriculteurs l'adopteront. Leur historique l'a bien démontré. Si je peux ajouter quelques mots par rapport à ce que j'ai déjà dit, je pense qu'avec des intrants élevés, on a des extrants élevés aussi. Alors, on veut aider à limiter les intrants dont auront besoin nos agriculteurs. Si on peut réduire les pesticides, les engrais qui sont appliqués, non seulement ça va leur épargner des coûts, mais en plus, ça va aider au niveau des émissions de carbone plus loin. Alors, nous avons une crise à laquelle nous faisons face. L'endettement agricole a doublé depuis 20 ans. Beaucoup d'agriculteurs ne conservent que 5 % de leurs recettes à la ferme brute à cause de tout les coûts des intrants. Donc, il nous faut aider les agriculteurs à essayer d'atténuer ces coûts. Et je pense qu'il y a une opportunité de leadership là. Alors, tant qu'à être dans une période de débat, c'est intéressant. Pourquoi pas faire le débat qu'on a oublié concernant le code de conduite en épicerie? Alors, on a un beau 2 minutes.
On y va Oui. sur le code de conduite. Je me permettrais d'ouvrir la marche, considérant que c'est moi qui l'avais mentionné, parce que j'avais une question importante. Moi, j'ai félicité la ministre Bibeau pour la démarche qui est en cours présentement, mais j'ai pas dit que le code en bout de piste devait être volontaire. Quelque chose qui est élaboré en partenariat avec l'industrie, mais obligatoirement, il faut qu'il soit contraignant. Donc, il faut arriver à la conclusion qu'il y ait l'industrie s'entendre sur quelque chose qui va avoir aussi des conséquences s'il n'est pas respecté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien, c'est un travail de collaboration pour le moment, donc je ne veux pas aller trop vite dans le processus. Il y a différents scénarios qui sont sur la table et on pourrait effectivement arriver à un scénario où est-ce qu'il doit y avoir des conséquences. Mais allons-y une étape à la fois. Il y a vraiment un beau travail de collaboration qui se fait en ce moment avec l'accompagnement, le leadership de nos 2 ministères au Québec et à Ottawa. Alors, j'ai confiance qu'on va trouver la bonne solution, mais je suis ouverte à toutes les options. Faudrait juste éviter que ce soit décoratif. Il faut quand même que ce soit... I'll add my voice C'est pas le to... but. C'est pas le but. Monsieur F, là-dessus? Exactly. The Australian model is Exactement. Le modèle australien, il est purement volontaire. Le modèle du Royaume-Uni ne l'est pas. Et les réussites pour les consommateurs, c'est bien plus évident du côté du Royaume-Uni qu'en Australie. Et je suis bien d'accord qu'un modèle collaboratif pour créer ce qui fonctionnera pour l'ensemble du Canada, et ça nécessite un leadership de la part du fédéral pour que ce soit mis en œuvre au moment des consultations avec les partenaires. Mais ce que j'entends de façon très claire, et je l'ai déjà dit, c'est qu'il faut qu'il y ait du mordant. Oui, je pense que c'est très juste. C'est bien beau, volontaire, ce serait l'idéal, mais il faut bien laisser savoir à tout le monde que ça s'en vient et que si on ne voit pas les mesures appropriées, le gouvernement va vous l'imposer. C'est aussi simple que ça. Et il faut s'assurer que ces pratiques équitables soient mises en place et que les contrats soient ouverts et transparents. Alors maintenant, nous sommes rendus à la question numéro 6 qui porte sur la gestion de l'offre. Les secteurs laitiers, de la volaille et des œufs du Canada soutiennent des dizaines de milliers d'emplois partout au Canada. Ils génèrent des millions de dollars en recettes fiscales et contribuent à hauteur de milliards de dollars au PIB du Canada. Afin de continuer à soutenir l'économie canadienne et à fournir aux Canadiens des produits frais, locaux et de haute qualité, il faut protéger le système de gestion de l'offre. Alors la question, que fera votre parti pour qu'aucun nouvel accès au marché dans ces secteurs ne soit accordé dans les futurs accords commerciaux et pour que les exploitations familiales locales soient protégées? À vous, Mme Bibeau. Merci. Alors, le système de la gestion de l'offre, c'est quelque chose en quoi tous les libéraux croient. Pas juste la moitié, tous les libéraux, on est derrière le système de la gestion de l'offre et c'est pour ça qu'on a tenu notre engagement de protéger le système, même contre Donald Trump qui voulait son démantèlement. C'est vrai qu'il y a eu quelques parts de marché de céder et notre engagement maintenant est de ne plus céder aucune part de marché dans les prochains accords. Et on l'a démontré d'ailleurs tout récemment quand on a négocié avec le Royaume-Uni qui, croyez-moi, aurait bien voulu en avoir plus. Alors notre engagement est ferme de protéger le système et de ne plus céder aucune part de marché. Et on a aussi tenu notre promesse pour ce qui est des compensations pleines et équitables. Les producteurs de lait ont déjà reçu leurs 2 premiers versements. Ils savent combien ils vont recevoir pour le 3e, le 4e. Les producteurs de volailles et d'œufs connaissent le montant auquel ils ont droit. Et d'ailleurs, les jeunes peuvent accéder à ce programme d'investissement-là avec une contribution inférieure de 15 % plutôt que 30 %. Les transformateurs connaissent le montant aussi. Et on est engagé à compléter cette discussion et convenir du montant d'ici au courant de la prochaine année pour ce qui est du dernier accord avec les États-Unis et le Mexique. Monsieur Epp, maintenant, c'est à vous. Oui. Le Parti conservateur a des antécédents très clairs quand il s'agit de défendre la gestion de l'offre. Nous appuyons cela. Et dans tous les accords commerciaux qui ont été négociés par notre parti, c'est clair l'accès au marché qui a été cédé. Mais maintenant, ce qui a été cédé dans les 2 derniers accords négociés par ce gouvernement, l'industrie n'a toujours pas été indemnisée comme ça avait été promis. De plus, dans le secteur laitier, pour le lait en poudre, je comprends bien les échanges et la négociation d'un accord commercial, mais le fait est qu'on ne doit pas céder l'accès à d'autres marchés quand on négocie d'un bord. Les conservateurs s'engagent à régler ce problème avec nos partenaires de la CUM
et les partenaires du Canada quand il s'agit de céder le lait en poudre du Canada à un autre pays. Ça, on doit affronter cela. Et la compensation sera versée dans les 100 jours. Notre soutien pour la gestion de l'offre est clair. Nous n'appuyons pas la motion du Bloc et donc je vais couper l'herbe sous les pieds de M. Perron ici parce que quand on négocie les contrats, on ne dit pas quel sera le résultat, mais c'est les antécédents qui comptent. Alors, la parole est maintenant à M. McGregor. Bon, écoutez, moi j'ai énormément de respect pour mes collègues libéraux et conservateurs ici, mais je pense qu'il faut bien rappeler à notre public ici que c'est sous le gouvernement conservateur antérieur, et ça a été terminé par les libéraux, que ces accords commerciaux ont été signés et confirmés. C'était ces accords commerciaux-là qui ont cédé certains pourcentages de nos marchés intérieurs aux importations. J'ai parlé à différents agriculteurs en gestion de l'offre ici dans ma circonscription et partout au Canada. Et le système repose sur ces trois piliers des plus importants: contrôle du prix, contrôle des importations et contrôle de la production. Mais on a systématiquement affaibli le contrôle des importations. Nous savons que les consommateurs veulent des produits frais, locaux. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous devrions importer des produits laitiers, des produits de poules, de volailles ou des œufs. Nos producteurs ont toute la capacité nécessaire et plus encore pour approvisionnement les marchés locaux, et les Canadiens veulent acheter des produits canadiens. Donc, je prends cet engagement. On ne cédera absolument plus aucun accès au marché. Désolé. Mais nous devons maintenant poursuivre avec M. Perron. Merci beaucoup. Écoutez, moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour les trois amis qui sont ici, mais ce qu'on veut, c'est pas de se faire dire on ne donnera plus de concessions, parce que ça, on l'a vu dans le passé. Quand M. Epp parle des antécédents conservateurs, en effet, il y en a des antécédents conservateurs, ce sont les premiers qui ont donné des morceaux. Quand Mme Bibeau nous dit que c'est un engagement ferme, nous, ce qu'on veut entendre, ce que les producteurs veulent entendre, quand on vous dit qu'on porte la voix des producteurs, c'est ça qu'on fait présentement. Là. Les producteurs sont plus capables d'avoir des promesses. Un système de gestion de l'offre, ça ne fonctionne pas s'il y a trop de produits de l'extérieur qui entrent. En plus, c'est pas la même qualité. Nos consommateurs en veulent pas. C'est un illogisme total. On peut pas prétendre avec un côté de bouche qu'on va protéger la gestion de l'offre, puis avec l'autre côté de bouche, dire, mais quand même, il faut le garder dans notre poche comme monnaie d'échange. Ça tient pas la route. Alors, ce que je veux dans la prochaine minute de débat, c'est que mes trois amis se prononcent fermement. Est-ce que vous allez voter oui ou non pour notre nouveau projet de loi C-216 qui, en passant, était sur le point de revenir au Parlement et qui est mort au feuilleton grâce à cette élection inutile? Merci. Merci, M. Perron. Alors oui, la table est mise pour un très bon débat. Vous avez 2 minutes pour parler de la question. En 2015, je vais intervenir tout de suite. Oui. En réponse à M. Perron, oui, je prendrai cet engagement à voter en faveur de ce projet de loi parce qu'on entend toutes sortes de belles paroles à la Chambre des communes, mais c'est important qu'il y ait des actions à l'appui et on ne peut pas échapper à un projet de loi. Donc, si c'est inscrit dans la loi sur le ministère des Affaires étrangères que nous n'allons plus céder aucun de nos parts de marché pour la gestion de l'offre, je pense que c'est un engagement très ferme et un engagement qui devrait lier tout le monde sur le plan légal. Moi, je vais intervenir après 25 ans et plus à négocier des contrats de toutes sortes dans le monde de l'industrie, de l'agriculture. Il est très rare que je débute des négociations avec mon partenaire en disant « voici toutes mes cartes et voilà, vous savez à quoi vous attendre ». C'est pour ça que j'ai voté contre. Nos antécédents sont très clairs. Avec M. Perron, vous avez raison. Pour les barrières non tarifaires, les normes, ça, il faut absolument aborder ça. Mais l'opposition au projet de loi du Bloc n'est pas parce que nous n'appuyons pas la gestion de l'offre, c'est simplement parce que quand on négocie une entente, on ne dévoile pas toutes ses cartes dès le départ. Alors, pour ma part, je suis la députée sortante de Compton-Stanstead, dans les cantons de l'Est. C'est une région laitière. Je suis très proche des producteurs laitiers. Je comprends la réalité des producteurs sous gestion de l'offre. Et on a tenu une parole. On a dit qu'on allait protéger le système, on a protégé le système. On a dit qu'on allait compenser, on a compensé. Et c'est déjà sur la table. Et on va finir avec le 3e accord dans la prochaine année. Alors, dans la prochaine année, alors vraiment, on a tenu parole. Et là, notre parole, c'est de dire on ne cédera plus aucune part de marché sous gestion de l'offre dans les prochains accords. C'est aussi clair que ça. Il faut se rappeler que
dans l'ensemble, pour tous les autres secteurs qui ne sont pas sous gestion de l'offre, on a ouvert des marchés dans les dernières années dans 50 pays pour 1,5 milliard de consommateurs. Donc, pour tous les autres secteurs de l'agriculture, parce qu'on doit prendre en considération tous les secteurs de l'agriculture dans l'ensemble. Madame Bibeau, c'est tout. Si je peux me permettre, Alors, le débat est terminé. Et maintenant, voici le ça moment de prend, c'est passer des à une votes. courte Il y a des gens pause qui ont voté vidéo. Au retour, Sean prend à nouveau le micro et il vous posera des questions éclairs, des questions intéressantes. Ça devrait être passionnant. Alors, restez à l'écoute. Real Agriculture est votre source de nouvelles et d'aperçus sur tout ce qui touche à votre industrie, avec des bulletins de nouvelles, des balados et toute une série d'émissions. Nous voulons tenir l'industrie au courant de ce qui compte. Real Ag Radio peut être entendu sur SiriusXM et par téléchargement de balados. The Agronomist est un projet du lundi soir où nous parlons des enjeux intérieurs. Et maintenant, à partir de vendredi, le 10 septembre à 3 h, Real Agriculture lancera sa nouvelle émission Real Ag Politics. Ce sera l'opportunité de tenir des débats sur la façon dont l'agriculture peut aider à façonner les élections 2021. Vous pouvez suivre le débat sur realagriculture.com/live ou sur Facebook, YouTube ou Twitter. Si vous vous souciez des politiques agricoles, ce qui compte pour les influenceurs, Real Ag Politics est votre poste. Merci, Martin. C'est maintenant le moment des questions rafales. Il y a 4 questions et 4 intervenants. Donc, chaque participant aura la chance de commencer. Ça va être super amusant. Alors, je vais poser la question et chaque intervenant répondra soit par un oui ou par un non. Une fois que tout le monde aura énoncé sa position, vous aurez 30 secondes, soit pour étoffer votre réponse ou pour répondre à un autre participant. Alors, je demande à tous nos débatteurs de se limiter à 30 secondes. Je vais être très sévère. Alors voici, question rafale. Croyez-vous que la loi sur les grains du Canada a besoin d'une modernisation urgente? D'abord, M. Perron. Oui. Madame Bibeau? Madame Bibeau. Oui. Yes. Mr. Epp? Monsieur Epp. Monsieur Epp a peut-être encore perdu le son. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Pardon, j'ai raté tout ça. La question est la suivante. Croyez-vous que la loi sur les grains du Canada a besoin d'une modernisation urgente? Absolument oui. D'accord. Et Monsieur McGregor? Oui. D'accord. Maintenant, chacun aura 30 secondes pour nous dire pourquoi ou pour répondre à un autre participant. Commençons par M. Perron. Oui, en fait, c'est fondamental. Chaque loi, chaque encadrement doit être revu de façon régulière. Et avec le temps, les camps ont changé. Et nos producteurs, entre autres, vous savez, là, avec les difficultés climatiques qu'on vit, aussi avec des difficultés diplomatiques qu'on a vécues, je pense qu'il faut qu'on prévoie des mécanismes de soutien plus rapides. Entre autres, je vous souligne, évidemment, 30 secondes, c'est très court. Je vous souligne un point qui est urgent de revoir, mais c'est important. Puis je suis content de voir que l'ensemble des collègues ici présents sont d'accord avec la position qu'il faut revoir. Madame Bibeau? Absolument, c'est la raison pour laquelle nous avons amorcé ces consultations approfondies. J'y ai participé. J'ai été là pour de nombreuses tables rondes pour mieux comprendre les enjeux. C'est clair qu'il est temps de moderniser la loi sur les grains du Canada. Le monde du commerce a beaucoup changé depuis 50 ans et le système d'inspection aussi est très différent. Alors, il y a beaucoup d'aspects qui doivent être tenus en ligne de compte, différents points de vue. Veuillez conclure. Et je m'engage à continuer. D'accord, le temps est écoulé. Monsieur McGregor. Oui, écoutez, c'est un enjeu là dont nous avons vu des aperçus. Je suis heureux que les consultations aillent de l'avant et je ne veux pas supposer d'avance quels seront les résultats, mais j'ai entendu les producteurs certainement me dire qu'ils tiennent à ce qu'il y ait certains changements de fond en comble par rapport à leur relation avec les compagnies de manipulation des grains.
Et moi, je vais intervenir pour dire que je suis bien d'accord avec ce qui a déjà été dit par les accords commerciaux, les changements qui sont effectués là, la réglementation ici doit être mise à jour et ça montre bien tous les autres cadres réglementaires qui devront être qui devront être renouvelés. Les conservateurs s'y consacreront pour que tout soit mis à jour. Merci à tous. Merci d'avoir répondu de façon concise. Nous passons à la deuxième question. Êtes-vous en faveur d'autres mesures législatives, y compris des accusations criminelles, pour décourager l'entrée d'intrus et d'activistes à la ferme et aux usines de transformation? Madame Bibeau. Trespassing is Yes or no? L'intrusion, c'est déjà contre... C'est une réponse oui ou non, s'il vous plaît? Je ne sais pas, avec la façon dont votre question a été formulée. Alors peut-être? Êtes-vous en faveur d'autres mesures législatives, y compris des accusations criminelles, pour décourager l'entrée par intrusion pendant l'activisme à la ferme et aux usines de transformation? Non. Monsieur Epp? Oui, absolument. Monsieur McGregor? Oui. Monsieur Perron? Oui. Madame Bibeau, vous avez répondu non. Vous avez 30 secondes. Alors, l'entrée par intrusion sur les fermes est déjà illégale et c'est une responsabilité des corps policiers et l'application relève donc de la police. La CIA y est avec des inspecteurs, des chercheurs scientifiques, des vétérinaires et ils ont des responsabilités. Ce qu'on peut leur demander de faire, c'est faire le suivi sur le plan de la biosécurité, pas pour l'intrusion à la ferme. Ce sont des responsabilités distinctes. Merci. Monsieur Epp, l'entrée par intrusion, c'est peut-être illégal, mais ça n'a pas empêché que des incidents se produisent. Il nous faut donc aborder le problème. La santé mentale des agriculteurs. Et ce qui est plus important encore, pas que ce soit pas un enjeu important, mais la biosécurité de l'ensemble de notre industrie, la peste porcine africaine, toutes sortes de maladies aviaires, tout cela peut être propagé par ce type d'activité. La manifestation est un droit au Canada. L'entrée par intrusion et la perturbation des activités à la ferme, non. Et il faut absolument que ce soit criminalisé. Monsieur McGregor. Oui, alors nous avons eu une tentative par un projet de loi privé pour modifier la loi sur la santé des animaux. Je suis heureux de voir que par les délibérations de notre comité, nous avons modifié ce projet de loi pour que les préoccupations en matière de biosécurité s'appliqueront à tous de façon égale, parce que les manifestants pourraient amener cette maladie, mais ça pourrait aussi venir de la part d'employés à la ferme. Donc, si la biosécurité est la préoccupation, il faut s'assurer que ça s'applique à tous ceux qui pourraient être en contact avec des animaux. Merci. Monsieur Perron. Oui, alors, il y a des bons points qui sont soulevés. Mme Bibeau soulève un point de juridiction qui n'est pas faux. Pourtant, dans la pratique, il y a des intrusions qui se passent. Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont aucune conséquence là-dessus? Et il faut protéger nos producteurs. Et je pense qu'on n'a pas le droit de refuser de protéger nos producteurs. Alors, on a trouvé une façon avec la biosécurité. C'est un angle différent qui nous permettait d'amener un degré de protection supplémentaire. Et je pense qu'il faut le faire. On a parlé de santé mentale pour nos travailleurs, de la protection aussi. Faut jamais oublier qu'une intrusion, c'est une agression. On n'a pas le droit de laisser faire ça. Thank you, Mr. Perron. Thank you very much. Merci, Monsieur Perron. Merci beaucoup. Nous passons à la question numéro 3. Appuyez-vous l'intention du projet de loi C-208 qui vise à faire en sorte que les familles agricoles ne paient pas plus pour transférer des fermes à des membres de la famille qu'à des tiers non apparentés? Commençons par Monsieur Epp. Absolument. Monsieur McGregor. Oui. Monsieur Perron. Absolument. And Madame Bibeau. Madame Bibeau, oui. D'accord. Chaque candidat aura 30 secondes. Nous commençons par Monsieur Epp. Pourquoi? Je suis complètement éberlu et vous avez voté contre ce projet de loi, Madame la ministre, tout comme votre parti. Je ne comprends pas. Comment se fait-il cette inéquité sur le plan fiscal qu'on essaie de corriger ici? Comment pouvez-vous dire que vous l'appuyez ici alors que vous avez voté contre? J'ai très hâte à cette explication. J'appuie les agriculteurs et les agriculteurs ne sourient pas du tout. Merci, Monsieur Epp. Madame Bibeau, ce sera votre tour dans un instant. Monsieur McGregor, d'abord.
Bien, tout d'abord, je tiens à saluer le député Guy Caron qui a proposé le projet de loi initial qui proposait de régler ce problème et je suis heureux de voir que vous y donnez suite. Quand on parle aux agriculteurs, on voit bien qu'il y a une crise démographique. Il faut qu'ils trouvent des solutions pour transférer la ferme à un membre de la famille pour que la ferme reste dans la famille. Si cette mesure peut aider, j'étais là pour l'appuyer. Je pense que c'est un changement important. Merci, M. McGregor. Madame Bibeau. Alors, absolument que moi, personnellement, et que notre parti, on appuie les transferts intergénérationnels de fermes et de PME. C'était dans notre mandat à la ministre des Finances et à moi comme ministre de l'Agriculture de faciliter les transferts intergénérationnels. La façon dont le projet de loi était formulé était incomplète. C'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas appuyé. Ceci étant dit, le projet de loi est à force de loi aujourd'hui et c'est une bonne chose parce qu'on veut faire en sorte que nos transferts intergénérationnels soient plus faciles. Thank you, Madame Bibeau. Merci, Mme Bibeau. Nous allons passer à la question numéro 4. Oh, pardon. Monsieur Perron, pardon. Quand même important. Alors, oui. Donc, M. McGregor a mentionné que le projet de loi avait déjà été déposé. Il avait déjà été déposé par le NPD, déjà été déposé par le Bloc, il a été déposé par les conservateurs et j'avais coparrainé le projet de loi. Ça fait l'unanimité dans les oppositions et c'est la beauté d'un gouvernement minoritaire. Si les gens à la maison se servent, un gouvernement, ça sert à ça. Parce que là, on a des gens en élection qui disent qu'ils sont pour, mais qui ont voté contre un projet de loi. C'est là qu'on peut se poser des questions. Quand on arrive à la formulation, ainsi de suite, le gouvernement libéral a dit qu'il voulait apporter des modifications. Ça va être important qu'on soit encore là, encore nombreux pour être vigilants, pour conserver l'esprit de la loi et peut-être aussi combler les lacunes entre Thank you, Mr. autres, Perron. les neveux et nièces. Appreciate it. Donc, on a du travail à We're faire. gonna Merci, M. Perron. Merci. Nous allons passer à la dernière question. Est-ce que le Canada devrait s'affirmer davantage pour la poursuite des obstacles non tarifaires au commerce par le biais de différents internationaux de mesures de rétorsion? Monsieur McGregor, tout d'abord. La question, c'est... Pardon, pouvez-vous la répéter? Oui, je vais répéter la question, pardon. La question est la suivante. Le Canada devrait-il s'affirmer davantage quand il s'agit de s'en prendre aux obstacles, aux barrières non tarifaires au commerce par le biais de différents internationaux de mesures de rétorsion? Bien, oui, si je comprends bien la question. Monsieur Perron. Oui. Madame Bibeau Madame Bibeau. Oui. and Mr. Epp. Monsieur Epp. Yes. Oui. Okay. D'accord. Mr. McGregor, Monsieur McGregor, you have 30 seconds. vous avez 30 secondes. Bon, alors, commençons par un exemple qui tient à cœur à de nombreux agriculteurs. C'est le différend commercial avec la Chine où, d'un coup, ils ont bloqué 40 de nos exportations de graines de canola à cause de préoccupations soi-disant phytosanitaires. Ils n'ont pas présenté la moindre preuve. Nous savons que ça fait partie d'un jeu à long terme de leur part. Ils réagissent à une feinte à leur fierté nationale. Alors oui, si on va faire ce genre de revendication, il faut des preuves à l'appui. Merci, Monsieur McGregor. Monsieur Perron. Oui, en effet. Donc, mais il faut comprendre que c'est une question complexe et que c'est du cas par cas. Chaque cas va être différent. Mais effectivement, une fois de temps en temps, à un moment donné, il faut se tenir debout. Le voisin a beau être plus gros que nous. Je pense entre autres au voisin américain là, qui va souvent aussi changer les règles en cours de route. Là. On peut penser du bois. Là. On est en agriculture, mais nos producteurs ont des boisés. Pour la Chine, c'est la même chose. À un moment donné, il faut affirmer notre voix, il faut défendre notre monde. Et quand je parlais tantôt du fonds d'urgence d'action, il faut parler fort, il faut se protéger, mais il faut aussi aider notre monde qui ont les répercussions directes. That 30 seconds goes so fast. Le 30 secondes passe à toute vitesse. Désolée de vous interrompre, Madame Bibeau. Yes, absolutely. Oui, absolument. Et nous sommes là pour défendre l'ordre et basé sur les règles. Et nous avons toujours travaillé en collaboration avec l'industrie parce que ces questions sont souvent très délicates. Et il nous faut trouver un juste équilibre dans chaque situation au cas par cas. Et en fait, au contraire des conservateurs, nous sommes à réinvestir dans nos agences réglementaires pour leur fournir plus de ressources, pour qu'il y ait plus de professionnels sur le terrain, y compris les commissaires commerciaux dans les différents pays pour appuyer. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Epp. Le Canada doit adopter une position beaucoup plus stricte au niveau international. Je reconnais que nous sommes un petit pays, mais nous avons des alliés, nous avons
toutes sortes d'alliés. Nous devons faire bras dessus, bras dessous par rapport à ces enjeux. Je comprends les équilibres, mais nous devons défendre les principes. Nous devons être appuyés de nos alliés. Ce n'est pas ce que fait ce gouvernement du tout. Vous souriez de nouveau, mais croyez-moi, les agriculteurs ne sourient pas du tout. Merci, M. Epp. Voilà qui met fin aux questions en rafale. Les 30 secondes passent à toute vitesse, c'est vrai. Nous allons maintenant passer aux 2 dernières questions de la soirée. La 7e question porte sur la recherche. L'agriculture canadienne a connu des gains de productivité sans précédent au cours des 50 dernières années grâce aux innovations. Mais ces gains commencent à se stabiliser. Il faut revitaliser la recherche d'infrastructures au Canada. Si votre parti est élu, que fera-t-il pour s'assurer que le Canada est un système de recherche capable de réaliser le plein potentiel du Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine de l'agroalimentaire? Nous allons commencer par M. Epp. Merci, Sean. Alors oui, absolument. C'est une question fantastique. Nous devons nous concentrer nos efforts en tant que gouvernement sur les aspects réglementaires, sur la commercialisation de ce que la recherche, l'innovation permet d'accomplir. Un cadre sur la recherche, tout comme ce qu'on disait sur la loi sur les grains, tout le système de brevetage doit être reciblé. Nous avons énormément de pression financière sur le pays en ce moment. Nous pouvons pleinement profiter de la capacité du secteur privé à en faire plus. Nous devrons établir des partenariats avec eux pour la recherche pratique. Le gouvernement doit se concentrer sur la réforme réglementaire pour que la commercialisation, pour que la résultante de cette recherche puisse être mise en œuvre ici au Canada. Monsieur McGregor, c'est à vous. Oui, je suis très fier de nos chercheurs scientifiques en agriculture, en technologie, en innovation. Vous savez, dans le secteur public, j'ai pu faire le tour de certaines de ces stations de recherche à Summerland, par exemple, dans l'Okanagan, et le travail qu'ils effectuent est épatant. J'aimerais voir plus de recherche publique. J'aimerais que le gouvernement engage plus de fonds pour que les retombées de cette recherche puissent être offertes à tous les agriculteurs. Et aussi, quand on s'adresse à ceux qui font de la recherche dans le secteur privé, souvent le plus grave obstacle pour eux, ce sont les coûts en capitaux initiaux. Oui, on a peut-être une idée géniale, mais on n'a pas accès aux capitaux afin de réaliser cette idée pour en faire quelque chose qui soit plus que simplement un projet sur papier. Alors, d'avoir ces fonds de démarrage, ce sera essentiel à long terme. Monsieur Perron. Oui, absolument. Écoutez, investissement massif dans la recherche et le développement, c'est essentiel. Je vous dirais même que c'est urgent. Les doyens des facultés universitaires vous ont sûrement tous rencontrés, mes chers collègues, pour vous exposer la situation, je qualifierais de dramatique dans une université au niveau de la recherche. Les centres de recherche aussi ont besoin d'un financement et de soutien quotidien. Ça, c'est super important. Quand on parle de recherche, on peut voir l'avenir. Je prends l'exemple là, de l'intention de Santé Canada d'augmenter les quantités de glyphosate là, en plein mois de juillet cet été. C'est plutôt le contraire qu'il faut faire, investir en recherche et développement et voir comment on peut réduire l'utilisation ou avoir des produits de remplacement éventuellement, des nouvelles pratiques. Quand je parlais tantôt du soutien en amont, ça va venir là aussi, mais d'abord, il faut que la recherche ait été efficace. Donc, une entreprise qui a une liquidité, qui a une autonomie de décision financière pourra moderniser ses installations, pourra modifier ses pratiques et aller dans la bonne direction. La recherche et le développement, c'est fondamental dans l'agroalimentaire, en agriculture et dans tous les secteurs. Je dois intervenir, je suis désolée de vous interrompre. Nous allons conclure avec Mme Bibeau. Merci. Après presque 10 ans des conservateurs et 400 millions de dollars de réduction dans la recherche, nous avons de nouveau investi en recherche, investi dans la science. Nous avons réouvert les postes de recherche. Nous avons réembauché presque 75 nouveaux chercheurs scientifiques et je suis très fière de notre initiative des laboratoires vivants. C'est plus important avec un financement additionnel de 185 millions de dollars. Donc, nous intégrons nos chercheurs scientifiques sur le terrain pour qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les agriculteurs pour que cela réponde à leurs priorités. Les programmes d'agri-sciences avec 38 millions de dollars pour appuyer de nombreux projets et
Pensez un peu aussi aux super grappes pour les protéines. Combien de projets vont découler de ces grappes? Nous croyons en la recherche et l'innovation et nous allons continuer à investir dans ce domaine. Merci, Mme Bibeau. Nous avons entendu tous nos candidats. C'est maintenant le moment du débat à bâton rompu de 2 minutes. Je cède la parole aux débatteurs. Le secteur privé doit savoir. Le système réglementaire ne permet pas que les produits soient commercialisés. Alors absolument, il faut du financement fédéral dans la recherche fondamentale, mais trop souvent, c'est la commercialisation qui pose problème. Et c'est là qu'un gouvernement conservateur va mettre l'accent. Monsieur Perron. Oui, moi j'aimerais savoir, est-ce que mes collègues sont d'accord avec la demande des chercheurs universitaires, des doyens qui se sont adressés à toutes nos formations politiques pour exiger un investissement massif dans les centres de recherche? Ça, c'est la première chose. La deuxième question que je demanderais, est-ce qu'on trouve ça normal que 4 élus de la Chambre des communes ne puissent pas avoir accès à la ferme expérimentale de Normandin l'été dernier, sous prétexte que ça ne doit pas servir à de la partisanerie? Je pense que quand on est des élus et qu'on doit prendre des décisions pour l'avenir, il faut qu'on ait une certaine transparence dans l'accès aux installations. Alors, on a démontré à quel point on croyait à la recherche, à la science, et on a investi des centaines de millions de dollars. C'est intéressant d'entendre mon homologue conservateur parler d'améliorer le système réglementaire, alors que quand les conservateurs sont au pouvoir, vous vous contentez de couper dans les ressources de nos différentes agences. Alors, comment améliorer le système réglementaire en coupant encore dans les budgets de ces agences réglementaires? Nous avons réinvesti dans l'agence, la CIA et l'ARLA. Nous ne parlons pas de coupure, nous parlons de recibler. On ne parle pas de coupure pour le financement de l'agriculture du tout. On parle de recibler les deniers pour que le secteur privé puisse prendre son essor au Canada. Est-ce que je peux intervenir rapidement pour parler du Conseil des doyens? J'ai eu de nombreux bons échanges avec eux et c'est certain qu'il s'agit d'une ressource à laquelle nous voulons nous fier de plus en plus. La recherche, c'est un sujet des plus intéressants, c'est clair. Nous en sommes à la dernière question, la 8e question de la soirée. Et il s'agit de priorités en matière d'infrastructure. Alors, l'innovation à la ferme est discutable. Les agriculteurs n'ont pas accès à certains marchés tant au Canada qu'à l'étranger. Qu'il s'agisse d'un manque continu d'Internet fiable ou bien de goulots d'étranglement qui menacent la capacité du Canada à acheminer ses produits vers le marché, c'est l'infrastructure qui est essentielle pour l'avenir. Quelles sont les priorités de votre parti quand il s'agit de remédier aux vulnérabilités en matière d'infrastructure qui continuent à nuire aux débouchés pour les agriculteurs canadiens? Nous allons commencer par M. McGregor. Oui, c'est une très bonne question. Commençons par l'infrastructure en matière d'Internet. On entend, et c'est un problème qui revient sans cesse, j'ai entendu parler de cela à chaque année depuis que je suis porte-parole en matière de l'agriculture, et nous dépendons dans nos équipements de la connexion Internet. Il faut s'assurer que ces services sont présents. C'est important pour la santé mentale des agriculteurs. Ils doivent avoir accès à la bande passante. C'est extrêmement important pour l'avenir de l'agriculture d'élargir cet accès et ce de façon rapide pour avoir un service fiable dans nos collectivités rurales. Quand il s'agit d'infrastructures pour le commerce, nos chemins de fer, nos ports, je vis sur la côte Pacifique, je suis proche du plus grand port au Canada. Il nous faut des gains d'efficacité dans la façon dont nos navires arrivent. Il y a des goulots d'étranglement avec ces navires qui doivent se stationner en attendant d'avoir accès. Donc, il faut qu'il y ait des arrivages juste à temps. Merci, M. McGregor. Votre temps est écoulé. M. Perron. Oui, merci beaucoup. Alors, plusieurs choses dans ce dossier. La minute sera courte. Internet, on est heureux de la décision, finalement, de transférer les sommes vers Québec pour le déploiement d'Internet qui ramène l'échéancier de 2026 à 2022. Donc, on s'imagine que ça va progresser plus rapidement. Mais il reste les cellulaires. Plusieurs trous cellulaires dans nos régions rurales au Québec et ailleurs au pays, j'en suis convaincu. Ça prend un programme dédié pour régler cette question-là rapidement. Les gens en peuvent plus. La transformation, bien sûr, l'infrastructure, ça prend des infrastructures de transformation. On le voit quand il y a des conflits de travail importants. On l'a vu aussi pendant la COVID, comment on est dépendant de quelques grosses installations de transformation. Je pense entre autres à l'abattage. Je pense que ça prend un soutien gouvernemental pour déployer
plus de transformation régionale et pour que les entrepreneurs que sont nos agricultrices et nos agriculteurs puissent innover, il faut leur dégager une marge financière. Alors, avec le taux d'endettement actuel, parce qu'il y a un faible soutien, c'est pas bon. Donc, il faut les soutenir en amont. J'ai ramené ça plusieurs fois pendant la soirée, mais c'est très important et déléguer les décisions financières aux entrepreneurs qui sont nos producteurs. Merci. Madame Bibeau? Merci. Avec un investissement de 8 milliards. Monsieur Perron, vous n'êtes pas sur mute. Avec un investissement de 8 milliards de dollars pour accélérer la connexion Internet, on est vraiment engagé à faire en sorte que ça se réalise. Et notre échéancier maintenant est 2025. But when we get the collaboration, Mais quand on obtient la collaboration, une collaboration accrue avec les provinces et en fait les grands fournisseurs nationaux, nous pouvons encore abréger les délais et j'espère que nous pourrons le faire comme nous l'avons fait au Québec pour que ce soit possible en 2022. Mais pour l'instant, nous investissons les ressources voulues et notre engagement est envers tout le monde au pays d'avoir l'Internet à haute vitesse d'ici 2025. Mais nous avons investi 4,2 milliards de dollars dans les couloirs commerciaux nationaux. C'est un fonds que nous avons créé et ça sert par exemple à aider les produits à être acheminés vers les marchés. Et à Vancouver, par rapport au port, Madame Bibeau, je vais devoir vous interrompre. Il va falloir que vous attendiez au débat. Nous allons conclure avec Monsieur Epp. Madame Bibeau, je tiens à vous remercier pour cet instant de clarté. Si je vous cite, vous avez dit, et en fait, ça va être mené à bien. Et par rapport à toutes ces annonces d'infrastructures qui ont été lancées depuis 6 ans, et puis le vérificateur général a montré à quel point les millions de dollars ne sont pas dépensés. Je suis d'accord avec nous tous. La question d'accès à l'Internet rural, c'est l'accès qu'était l'électricité il y a 100 ans. C'est critique. Ça fait partie de notre plateforme pour 2025. La distinction, c'est qu'on ne va pas se contenter de belles annonces. On va pas annoncer qu'on va planter 2 milliards d'arbres. Ça va se faire. Et au-delà de l'Internet, il y a 4,5 milliards de déficit d'infrastructures pour les municipalités partout au pays. Il faut investir dans nos routes et nos ponts. Et ça aussi, c'est absolument critique pour les collectivités rurales et agricoles. Merci, Monsieur Epp. Nous en sommes à la toute dernière question. Donc, c'est votre dernier débat à bâton rompu. Et je vous cède la parole. Alors, je vais démarrer parce que je pense que les 18 derniers mois nous ont vraiment montré à quel point l'Internet est critique. Nous sommes tous ici sur le terrain, on aimerait bien se voir en personne, mais pour les petites collectivités rurales et pour les petites fermes, elles ont vraiment eu à changer leur modèle pour essayer de vendre leurs produits directement en ligne. Et si elles n'ont pas accès à un Internet fiable, elles ne peuvent tout simplement pas profiter des opportunités. Je suis heureux de voir que ça nous a aidés à nous concentrer sur la question. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'Internet et cette infrastructure, c'est essentiel. Pendant Mr. Perron, go ahead. Sorry, that's the lag. Yeah, we got a bit of a lag. Mr. Perron. Monsieur Perron, allez-y. Oui, OK. Donc, j'aimerais savoir de mon côté, parmi mes collègues, quels sont ceux qui sont d'accord pour décentraliser le plus possible les décisions financières vers les fermes, vers les producteurs agricoles qui sont eux-mêmes en mesure de savoir quels sont leurs besoins et à quel moment pour favoriser l'innovation. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, sur le grand principe? Bien, durant la discussion, la négociation qu'on va avoir dans la prochaine année pour conclure le partenariat canadien pour l'agriculture 2022-2028, il y a des grands programmes qui sont pan-canadiens, mais il y a aussi des fonds significatifs qui sont transférés aux provinces. La dernière fois, c'était près de 300 millions de dollars qui ont été transférés à la province de Québec, par exemple, M. Perron. Et ça permet à chacune des provinces de prioriser leur secteur d'activité et de poursuivre le développement selon la réalité de chacune des provinces. J'ai ajouté encore un peu de temps parce qu'on a eu cette petite perturbation. Monsieur Epp, vous pouvez conclure rapidement, s'il vous plaît. Oui, écoutez, mon expérience ici ce soir avec mon propre Internet qui est peu fiable alors que je suis dans un endroit, une agglomération, c'est essentiel. L'Internet, c'est essentiel. L'infrastructure rurale mérite de l'attention.
de la part du gouvernement conservateur qui sera élu. C'est incroyable à quel point c'est passé vite. Cela met fin à notre débat de ce soir. J'ai eu le plaisir d'aider à modérer ce débat. Merci à notre commanditaire, merci à la FCA et merci à tous nos participants. Et je veux encourager tout le monde. Vous avez vu l'annonce. Je vous invite à consulter Real Ag Politics, realagpolitics.com demain soir. Et je vais céder la parole à mon collègue Martin Ménard qui va conclure l'événement de ce soir. Nous sommes déjà à la fin de ce débat. Alors, merci à tous et à toutes. Vous êtes maintenant, c'est votre moment de conclure. Vous avez chacun 1 minute pour le faire. Alors, nous commençons avec M. McGregor. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier la Fédération canadienne de l'agriculture qui continue à jouer un rôle de défenseur. Il s'agit d'une organisation qui regroupe différents intervenants dans le rang. Ils sont une force à Ottawa. Ils vous servent bien. Ils s'assurent que vos enjeux soient toujours à l'esprit des décideurs politiques dans notre capitale. Je suis porte-parole du NPD en agriculture depuis 3 ans et demi. Ça a été une tâche de rêve parce que j'ai toujours été passionnée par les aliments, la sécurité alimentaire et les agriculteurs. Et le fait de pouvoir participer à cette conversation a été tout un honneur. J'espère que, au fil de mes interactions avec vous, au fil des années, vous avez constaté que je tiens corps et âme à l'agriculture. Je pense que nous avons de belles opportunités qui s'offrent à nous. Oui, il y a de nombreux défis à relever, mais nous en sommes capables en tant que pays. Le Canada est renommé pour cela. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et j'espère que tout se déroulera bien dans les semaines à venir. Prenez soin de vous. Merci. Alors, M. Perron, c'est à vous. Oui, alors, écoutez, je remercie évidemment, moi aussi, la Fédération canadienne de l'agriculture et je remercie mes collègues quand même pour les accords, les échanges cordiaux qu'on a eus. Je remercie aussi particulièrement les producteurs et les productrices agricoles qui sont à l'écoute pour s'informer. Je vous ai parlé dans mon mot d'introduction de la pertinence du Bloc québécois au Parlement fédéral. Je pense qu'on l'a bien démontré dans les 20 derniers mois. Je pense qu'on l'a encore démontré à l'intérieur de ce débat. Vous voyez que nos positions sont sensées, sont rassembleuses. On est un parti de proposition. Je suis bien conscient, malheureusement, que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui aura le privilège de pouvoir voter pour nous. Mais par contre, j'offre aux gens du Québec d'avoir, non pas le pouvoir, mais d'avoir du pouvoir. Et ça fait toute une différence. Dans la collaboration, on a montré notre pertinence. Vous l'avez vu, entre autres, on a traité tantôt du projet de loi C-206 qui ne touchait pas directement le Québec, dans lequel on a collaboré. Donc, on est là de façon constructive. Et le monde agricole a besoin d'avoir des gens qui collaborent ensemble et qui cherchent des solutions novatrices pour l'avenir. On sera au poste dans les prochains mois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et maintenant, Madame Bibeau, c'est à vous. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de la FCA qui a organisé ce débat. Le Parti libéral a une vision qui est une vision à long terme, une vision durable. Nous reconnaissons que le secteur de l'agriculture peut jouer un rôle important dans notre relance économique et dans notre lutte contre le changement climatique et dans la vitalité de nos collectivités rurales aussi. C'est la raison pour laquelle un gouvernement libéral est prêt à continuer à offrir ce dont vous avez besoin, y compris de nouvelles mesures par rapport aux pénuries de main-d'œuvre, par rapport aux pratiques durables à la ferme, les technologies propres, renforcer les chaînes d'approvisionnement, mettre en œuvre le prochain cadre stratégique pour améliorer la GRE et les priorités selon les priorités du secteur. J'ai beaucoup d'admiration pour chacun d'entre vous et pour le travail que vous faites à tous les jours pour nourrir les Canadiens et la population de par le monde. C'est certainement un secteur complexe, mais un secteur empli d'opportunités. Thank you. Merci. Excellent. Alors, pour terminer, M. Epp, c'est à vous.
Merci à la FCA, merci à nos modérateurs, merci à mes collègues pour ce débat très enjoué. L'agriculture est une responsabilité partagée entre le fédéral et le provincial, mais le 50-60 est l'arrangement que l'on trouve le plus. Cette relation devrait indiquer un rôle de leadership pour le gouvernement fédéral et c'est là que ce gouvernement-ci a échoué encore et encore. Les conservateurs vont défendre la gestion de l'offre, vont ouvrir de nouveaux marchés et vont s'assurer que nos programmes de sécurité du revenu à la ferme sont prévisibles et gérables. Ça n'est que suite aux pressions des conservateurs que ce gouvernement s'est adressé aux provinces pour traiter des déséquilibres de pouvoir entre les grands détaillants et leurs fournisseurs avec ce code de conduite pour les détaillants, comme on en a parlé. La ministre elle-même et la plupart de ses collègues ont voté contre l'équité en matière de fiscalité dans le transfert de la ferme vers les enfants des agriculteurs. Les conservateurs comprennent bien l'agriculteur. Les conservateurs savent que l'agriculteur est au cœur même de la relance post-COVID et une partie essentielle de la gestion responsable de notre environnement. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous tous et vous toutes. Sincèrement, nous remercions également notre commanditaire de ce soir, notre commanditaire principal. Et évidemment, l'événement est produit par Produits alimentaires de santé et de consommation du Canada. Nous remercions vous, l'auditoire, d'avoir pris la peine d'écouter ce débat. Nous espérons qu'il vous a plu. Et au nom de la Fédération canadienne de l'agriculture, nous souhaitons une bonne soirée à tous et à toutes. Merci.